Nous sommes le vendredi 23 juin 1950 à l'aéroport LaGuardia de New York et la nuit s'annonce chaude mais agréable. 55 passagers ont embarqué sur le vol 2501 de Northwest Airlines à destination de Seattle avec une escale prévue à Minneapolis. Passagers comme personnel de bord s'attendaient à un vol long mais confortable. Alors que l'avion passait au-dessus de Battle Creek dans le Michigan, vers minuit moins 10, heure de l'Est, le capitaine a informé la tour de contrôle de Chicago qu'il estimait passer au-dessus de Milwaukee à 23h37, heure du centre, ce qui revient à minuit 37, heure de l'Est. Cependant, à minuit 13, heure de l'Est, alors que l'avion était aux abords des rives du lac Michigan, le capitaine de bord a demandé à la tour de contrôle l'autorisation de voler un peu plus bas, soit à 2500 pieds. Requête qui a été refusée en raison du trafic aérien déjà présent à ce moment-là. C'était la dernière communication reçue du vol 2501, car l'avion s'est évanoui dans les airs depuis, et sa disparition a littéralement été la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire en ce temps, et l'une des disparitions d'avions les plus médiatisées du pays. Si vous vous en rappelez, et puis si vous avez regardé, je vous ai un peu introduit cette histoire dans l'épisode qui traitait de la disparition et de la réapparition vraiment mystérieuse de Stephen Kubacki, quand je vous parlais du triangle du lac Michigan. Et puis je me suis dit, pourquoi pas vous raconter un autre événement majeur qui a été imputé à ce triangle, et me voilà avec mon récit sur le vol 2501. Si vous avez raté l'épisode de Stephen Kubacki, pas de trouble, cliquez sur l'étiquette en haut à gauche, sinon vous pouvez toujours trouver la vidéo sur ma chaîne. Maintenant, si en règle générale vous adorez les histoires étranges, bizarres et inexpliquées, vous êtes vraiment au bon endroit. J'aime beaucoup lire sur ces sujets et encore plus vous partager les histoires que je trouve les plus intéressantes. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo, puis pourquoi pas, allez, soyons fous, la partagez aussi. C'est 100% gratuit et en plus vous m'aidez à améliorer mon référencement dans l'océan de YouTube et surtout vous me faites vraiment plaisir car c'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. D'ailleurs, vous pouvez venir me faire un petit coucou ou me proposer des sujets à traiter ou des histoires qui vous sont arrivées sur mon Insta ou sur Facebook essentiellement. Je serai ravie d'en discuter avec vous, de vous conseiller et de partager votre histoire si vous le souhaitez. Bref, moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Le Northwest 2501 était un avion de ligne Douglas DC-4 propulsé par 4 moteurs Pratt & Whitney R2000 Twin Wasp qui sont des moteurs à hélice à piston alternatif qui pouvaient propulser l'appareil à une vitesse maximale de 450 km/h. C'était un avion robuste et fiable. Pour vous la faire courte, c'est un avion dont la première conception a été faite en 1936 pour un usage militaire et a été améliorée au fil des ans pour ce même but. Pour vous donner une idée de la qualité de l'appareil, il a été acquis frauduleusement par le Japon pour le démonter et pouvoir en faire une réplique. Bref, ce n'est qu'à la fin de la guerre que le DC-4 a été converti d'usage militaire vers usage pour vols commerciaux. Du coup, vous comprendrez que l'avion était plus que sécuritaire. La nuit du 23 juin 1950 s'annonçait chaude et paisible et le ciel était dégagé. Un DC-4 avec le numéro de certification 10270 et le numéro de queue N95425 appartenant à la Northwest Airlines et désigné vol 2501 a été chargé de 9463 litres de carburant, 302 litres d'huile et 222 kg de marchandises, plus les 58 passagers et membres d'équipage. L'engin entièrement chargé pesait 32 359 kg. À peine 26 kg de moins que la masse maximale autorisée au décollage. Le DC-4 a décollé de l'aéroport de New York LaGuardia à 19h31 vers Seattle
avec une escale prévue à Minneapolis dans le Minnesota. Aux commandes de l'avion, il y avait le capitaine Robert C. Lind, âgé de 35 ans, qui habitait à Hopkins dans le Minnesota, et son copilote Vern F. Wolf, qui était également âgé de 35 ans et qui, lui, habitait à Minneapolis. Bonnie Ann Feldman, qui n'était âgée que de 25 ans, était la seule hôtesse de l'air qui se trouvait sur ce vol pour s'occuper des 55 passagers à bord, qui comptaient 27 femmes, 22 hommes et 6 enfants. Le capitaine Lind travaillait comme pilote pour la Northwest Airlines depuis 1941. Il avait été contrôlé sur un avion de type DC-4 et qualifié sur le segment Milwaukee-New York 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1945. Il a maintenu sa qualification en DC-4 et a à son actif près de 200 heures de vol sur cet avion. Au cours des 90 jours précédant le vol du 23 juin 1950, il avait effectué 105 heures de vol dans un avion DC-4 et effectué 15 allers-retours sur les liaisons Minneapolis-New York et Minneapolis-Washington. Il avait également plus de 900 heures de vol enregistrées uniquement aux instruments. À peine 4 mois avant ce vol, le capitaine Lind a passé un examen physique à l'administration de l'aéronautique civile et il a eu une période de repos totale de 24 heures entre ce vol et celui qui le précédait. Donc, pour vous dire, si quelqu'un était préparé pour voler ce soir-là, c'était bien cet homme, a.k.a. le capitaine Robert Lind. Quant au premier officier Vern F. Wolf, lui, il était avec Northwest Airlines depuis presque aussi longtemps que le capitaine Lind, et il était aussi tout aussi compétent que lui. L'équipage s'est enregistré auprès du centre des opérations de contrôle de vol de Northwest à l'aéroport LaGuardia pour se préparer au vol. La météo tout au long de la route a été soigneusement vérifiée et un plan de vol a été établi pour éviter les conditions défavorables et avoir un vol aussi paisible que possible et à l'heure prévue. Pendant que Lind et Wolf s'occupaient des préparatifs du vol et que Bonnie Ann Feldman préparait la cabine, les bagagistes chargeaient l'avion des bagages des passagers et des colis en fret. Lind et Wolf ont ensuite parcouru la liste de vérification avant le vol pendant que les passagers montaient à bord. La liste de vérification, c'est un peu un genre de checklist où on vérifie si le carburant a été chargé, si les roues ont été vérifiées, si machin a été fait. Bon, c'est une liste assez technique. Puis c'est toujours le pilote et son copilote qui la préparent pour être sûr de ne rien oublier. Bref, les moteurs ont été mis en marche un à un et l'avion a fait son chemin du tarmac à la piste. Le plan de vol prévoyait une altitude de croisière de 6000 pieds jusqu'à Minneapolis, mais conscient d'une tempête qui se préparait dans le Midwest, c'est-à-dire aux alentours du Michigan, le capitaine Lind a demandé une altitude de croisière de 4000 pieds, mais sa requête a été refusée en raison d'un autre trafic assigné à ce niveau. À 22h49 heure de l'Est, lorsque l'avion a atteint Cleveland en Ohio, la demande du capitaine Lind de descendre à 4000 pieds a été approuvée par l'ATC. L'ATC, c'est le contrôle du trafic aérien, en fait. Donc, à chaque fois que j'utiliserai l'ATC, vous comprendrez que c'est la tour de contrôle d'une région qu'il survolait. Environ 40 minutes plus tard, l'ATC a demandé que l'avion descende à 3500 pieds, car un autre vol en croisière à 5000 pieds au-dessus du lac Michigan avait du mal à maintenir son altitude en raison des fortes turbulences. Les deux avions devaient se croiser près de Battle Creek dans le Michigan et la séparation standard de 1000 pieds ne serait pas suffisante en raison de la turbulence, justement. La requête a bien sûr été appliquée par le commandant Lind qui est descendu à l'altitude demandée. À 23h51, le vol 2501 était entré dans les environs de la tempête croissante. Le capitaine Lind a signalé qu'il était à 3500 pieds au-dessus de Battle Creek et qu'il prévoyait atteindre Milwaukee vers 23h37 heure centrale, c'est-à-dire vers minuit 37 heure de l'Est. Car vous l'aurez compris, il y a un décalage horaire d'1 heure entre les deux fuseaux horaires, quoi. Alors qu'il était au-dessus de Benton Harbor, une ville non loin des rives du lac Michigan, Lind a fait sa dernière transmission. Il avait demandé à l'ATC une nouvelle baisse d'altitude à 2500 pieds, mais il n'avait pas donné de raison précise. 2 minutes plus tard, la demande a été refusée en raison du trafic. De l'autre côté du lac Michigan, un peu avant minuit, heure centrale, la tour de contrôle de Milwaukee a informé New York, Minneapolis et Chicago que le vol Northwest 2501 n'a pas atterri. Leur communication stipulait que le vol était en retard. À ce moment, toutes les stations radio de l'ATC ont tenté de contacter l'avion sur toutes les fréquences possibles et imaginables, mais malheureusement sans succès.
Se préparant au pire, l'ATC du Nord-Ouest a alerté les installations de sauvetage air-mer pour se tenir prêtes à intervenir, car maintenant c'était une réalité, le vol 2501 avait disparu. À l'aube du samedi 24 juin, après des recherches infructueuses, le crash de l'avion était devenu une certitude. À 5h30 du matin, le Northwest 2501 était officiellement présumé perdu, puisqu'il aurait épuisé tout son approvisionnement en carburant, donc peu importe où il se trouvait avant, il s'était sûrement crashé à cause de cette raison. Sans carburant, pas moyen de voler, quoi. Donc, au lever du jour, toutes les équipes de recherche et de sauvetage ont été mobilisées. Elles incluaient la marine américaine, les gardes-côtes américains et la police d'État de l'Illinois, du Michigan, du Wisconsin et de l'Indiana. Une immense battue sans précédent a pris place sur un lac Michigan complètement plongé dans le brouillard. 13 heures plus tard, soit samedi vers 18h30, le bateau des gardes-côtes américains Woodbine a trouvé une nappe de pétrole, des débris d'avions et un journal de bord de la Northwest Airlines qui flottait dans le lac Michigan à plusieurs kilomètres du rivage. Le dimanche 25 juin vers 5h30, le navire de la marine américaine Daniel Joy a détecté plusieurs signaux sonars très puissants non loin de la nappe de pétrole qui flottait au-dessus des eaux du lac. À ce moment, les navires des gardes-côtes Woodbine, Mackinac, Hollyhock et Frederick Lee étaient déjà concentrés sur la récupération des débris de l'avion. Ces débris flottaient à la surface du lac embrumé, à environ 19 km au nord-ouest de Benton Harbor et sur une aire qui s'étend sur 7 km approximativement. Les gardes-côtes ont pu récupérer un flotteur de réservoir de carburant, des coussins de siège, des vêtements, des couvertures, des bagages, une doublure de cabine et horriblement des parties de cadavres. Et quand je dis parties, c'est vraiment des parties, genre un doigt, une oreille, un bout de bras, vous l'aurez compris, vous voyez l'image quoi. Le Northwest 2501 ainsi que les 58 hommes, femmes et enfants qu'il avait à son bord avaient tous disparu, laissant très peu d'indices sur ce qui s'était passé à 3500 pieds dans les airs. À ce stade, et avec comme seul indice ces petits morceaux de débris, les autorités voulaient déterminer si l'avion avait subi une explosion en vol ou s'il s'était crashé, et dans ce dernier cas, il aurait heurté l'eau intacte. Il faut savoir qu'à cette époque, l'accident du vol Northwest Airlines 2501 était la pire catastrophe de l'histoire de l'aviation commerciale. Les rapports initiaux suggéraient que l'avion avait explosé en l'air, considérant les débris qui sont tombés dans le lac Michigan entre Glen et South Haven, ainsi que l'étendue de la zone du crash et l'éparpillement des différents débris et malheureusement des différents morceaux humains récupérés. Dans une interview radiotéléphonique avec le bureau de United Press à Détroit, le capitaine Carl J. Bowman, skipper du Mackinac, a déclaré que de minuscules morceaux continuent à flotter à la surface dans toute la zone. Il a dit que ces hommes ont trouvé des mains, des oreilles, un accoudoir de siège et des fragments de tissu d'ameublement. En gros, même le plus gros des morceaux d'épave tenait dans une main. Une semaine plus tard, des parties de corps de 2 femmes ont été découvertes. L'une à environ 3 km au nord de South Haven et l'autre à environ 13 km au nord dans la région de Glen. Les navires Mackinac, Woodbine, Holyoke et Frederick Lee ont continué à aider pour la récupération des morceaux d'épave et d'humains, comme je vous l'ai mentionné tantôt, mais ils ont aussi aidé pour transporter les journalistes et les fonctionnaires du rivage au site de l'épave. Louis Kerlikowski, qui était procureur du comté de Berrien à l'époque, ainsi que les responsables des gardes-côtes américains, ont d'abord émis l'hypothèse que l'avion aurait pu avoir tournoyé dans les vents violents. Je mets ça entre gros guillemets parce que ça reste quand même un gros bolide de l'armée à la base et donc ce n'est pas un petit avion facilement affecté par les vents. Il faut toujours s'en rappeler. Bref, ce twist de l'avion aurait provoqué une étincelle qui aurait enflammé les réservoirs de carburant. Kerlikowski a déclaré au journal local, et je cite ses propres mots, « Ça a dû être une explosion terrible pour désintégrer si gravement les corps. » Comme je l'ai dit, c'était la plus grande catastrophe de l'histoire de l'aviation commerciale. Donc, de nombreux articles de journaux se sont mis à détailler la récupération des petits morceaux de corps, de vêtements, de portefeuilles et d'autres effets personnels par les gardes côtières. L'ampleur réelle de l'incident est telle qu'au fil des semaines, il était possible de récupérer des parties d'êtres humains rien qu'en plongeant les mains dans le lac. Les autorités de South Haven ont même dû fermer la très populaire plage de South Beach
pendant les 9 jours qui ont suivi le crash à cause du grand nombre de parties de corps qui se mettaient à flotter parmi les baigneurs. La plage n'a été ouverte au public que le 3 juillet 1950. Anyway, aucun baigneur ne serait serein en s'attendant à voir un bout d'oreille ou de doigt flotter dans l'eau à côté de lui. En tout cas, moi je ne le serais pas du tout. Une fois que ce qui a pu être récupéré du vol 2501 analysé, les identifications ont commencé. Par exemple, des pantalons de garçon ont été identifiés comme appartenant à Chester Schaeffer, un petit garçon de 8 ans qui voyageait avec sa mère, Oscar Schaeffer. Un portefeuille appartenant à Frank J. Schwartz de New York contenait des papiers indiquant qu'il était en route pour Saint-Paul pour assister au mariage de sa fille. C'est vraiment triste, quoi. Le lundi 26 juin 1950, le South Haven Tribune a cité un homme à la retraite de la marine américaine disant qu'il avait vu l'avion survoler sa maison. C'était le lieutenant-commandant R.T. Helm. À ses dires, il avait entendu l'avion survoler sa maison vers minuit 20 samedi. Il a alors jeté un coup d'œil par la fenêtre et il a remarqué que l'avion semblait voler assez bas, mais il ne pouvait pas dire jusqu'à quel point il était bas. Le commandant précise qu'il y avait un terrible orage électrique qui faisait rage à ce moment-là. Helm continue en disant que quelques minutes plus tard, il a regardé au-dessus du lac Michigan pour voir un avion se dirigeant vers l'est avec ses signaux d'atterrissage allumés. Donc, il avait supposé que le pilote cherchait un endroit pour se poser. Les lumières se rapprochaient de sa maison quand tout d'un coup, il y a eu un éclair aveuglant au-dessus du lac. Helm a ensuite reçu un appel à comparaître en tant que témoin lors d'une audience à Chicago. Le mardi 27 juin, le Tribune a rapporté que la garde côtière menait des opérations de dragage dans le but de localiser une épave suffisamment grande pour justifier l'intervention des plongeurs à scaphandre au fond du lac. Le capitaine de la garde côtière, Nathaniel Fulford, avait déclaré qu'il doutait de la présence d'un morceau d'épave, à ses propres mots, assez conséquent pour mériter une plongée. Et il avait refusé la requête de Northwest Airlines d'envoyer un plongeur explorer les 60 mètres de profondeur du lac Michigan. Selon le journal Holland Sentinel, Nathaniel Fulford aurait déclaré « Je ne considère pas qu'il soit du devoir des gardes-côtes d'effectuer des tâches de récupération dans ce cas. » Du coup, face à ce refus des gardes-côtes, la Northwest se serait tournée vers les plongeurs de la marine et le lendemain, ces plongeurs ont cherché des débris dans les eaux sombres du lac. Une semaine plus tard, l'un des journaux a rapporté 2 plongeurs ont fouillé le fond boueux du lac pendant 6 heures, mais n'ont trouvé aucune trace de l'avion disparu. Il a été rapporté que les plongeurs ont dû s'immerger dans 60 cm de boue au fond du lac et que la visibilité était inférieure à 30 cm. La zone fouillée au fond du lac était d'environ 20 km au nord et à l'ouest de Saint-Joseph, à environ 46 mètres de profondeur. Encore selon le journal Tribune, un enquêteur de la Douglas Aircraft Company aurait avancé la supposition que l'avion s'était retourné et avait plongé dans le lac à l'envers. Il aurait déclaré qu'il y avait eu 8 cas où ça s'est produit à cause des vents violents, mais que à chaque fois les pilotes avaient pu éviter la chute à moins de 6000 pieds. Mais étant donné que la Northwest 2501 ne volait qu'à 3500 pieds, le pilote n'a pas eu le temps de redresser l'avion avant l'impact. Ça aurait pu être une explication vraiment plausible ou acceptable s'il n'y avait pas les témoignages oculaires du commandant et d'autres témoignages oculaires dont je vais vous parler. Le mercredi 28 juin 1950, soit 4 jours après le crash, les journaux ont commencé à rapporter des témoignages oculaires de certains résidents de la région de Glen, dans le Michigan. William Bowie, qui exploitait une station-service restaurant au petit carrefour de Glen, a raconté au Holland Sentinel que ce soir-là, vers minuit 15, alors qu'il était assis devant sa station en attendant que le courant revienne après que l'orage ait provoqué une panne, il a vu l'avion survoler la région. Il avait entendu ses moteurs faire un drôle de bruit sourd comme un genre de plonk, et ce, 2 fois, avec une drôle de lumière jaune sortant de l'aile. Puis, un étrange flash de lumière a éclairé le ciel. Bowie a affirmé qu'il n'était pas seul et qu'il avait avec lui 10 personnes, toutes aussi témoins de l'incident. 3 de ces 10 personnes ont aussi parlé avec des journalistes, à savoir Madame Bowie, Daniel Thompson et Arnold Dropp. Selon leur dire, ils étaient tous dans leurs voitures respectives devant la station-service et attendaient comme Bowie et sa femme le retour de l'électricité. Ils ont tous vu l'avion approcher du nord-est, suivre l'autoroute presque jusqu'à Glen, puis virer vers l'ouest au-dessus du lac Michigan. Tous ces témoins soutiennent, comme Bowie, que les moteurs de l'avion ne semblaient pas fonctionner correctement et que même l'un d'entre eux aurait crié, comme pour parler au pilote, « Amène cet avion ici, mon pote, nous allons le réparer pour toi ».
Danny Thompson a déclaré que les moteurs de l'avion faisaient un bruit ressemblant à celui d'une voiture avec un joint de culasse éclaté. La femme de Bowie avait déclaré que tout d'un coup, il y avait eu ce flash. Une drôle de lumière qui ressemblait à celle du soleil couchant, mais que ça n'a duré qu'une seconde avant de disparaître. Les différents témoins affirment que l'avion ne pouvait pas être à plus de 2000 pieds du sol au moment des faits. Parmi les plusieurs autres témoins, il y avait William Bowie Jr., alors âgé de 30 ans, June Herring, Ivan Orr et Leo Dorman. Bowie, tout comme le commandant Helm, a été appelé à témoigner à Chicago lors de l'audience. Le mercredi 12 juillet, soit 19 jours après l'accident, le pêcheur local Wallace Chambers a signalé qu'à environ 7 km au sud-ouest de South Haven, il avait accroché ses filets sur quelque chose à 22 mètres de profondeur. En remontant ses filets, il a découvert un petit morceau de métal léger et tordu qu'il a remis au garde-côte. Ce fragment a été ultérieurement analysé par le Conseil de l'aéronautique civile qui pense qu'il serait possible, mais pas sûr, que le fragment provienne du DC-4. Mais, comme je l'ai dit, aucune certitude. En raison des différents témoignages requis, des minuscules fragments de débris et des petits morceaux de corps, on a conclu que le vol Northwest 2501 avait probablement subi une explosion catastrophique en plein vol qui l'avait complètement désintégré. Cependant, 6 mois après l'incident, et donc après qu'une analyse minutieuse des restes flottants et des différents enregistrements des communications entre l'avion et les différents tours de contrôle ait pu être effectuée, la cause officielle de cette catastrophe a été répertoriée comme inconnue. Il était précisément écrit des preuves insuffisantes pour déterminer la cause probable, car au final, on ne savait pas comment une telle explosion s'est produite, si explosion il y a bien sûr, et il n'y avait aucune preuve concrète qui attestait de cette théorie, ou d'une autre d'ailleurs. Maintenant, on va avancer un petit peu dans le temps, jusqu'à 2004, où la Michigan Shipwreck Research Association, ou MSRA, s'est associée à la National Underwater Marine Agency, NUMA, qui est une organisation à but non lucratif qui recherche différents objets et épaves célèbres à travers le monde. À la suite de cette association, la MRSA effectue des opérations de recherche pluriannuelles pour tenter de localiser l'épave du vol Northwest 2501. Entre 2004 et 2013, alors que NUMA menait des opérations de sonar à balayage latéral pendant environ un mois chaque printemps, et à chaque fois en partant de South Haven dans le Michigan, l'équipe n'a malheureusement pas pu trouver l'épave de DC-4, mais a localisé 9 autres épaves. La MSRA a recherché, récupéré et documenté ces épaves détectées par sonar. La MSRA s'est ensuite associée au chasseur d'épaves des Grands Lacs, David Trotter, de Undersea Research Associates, pour mener des expéditions dans une zone différente du lac, au sud de la zone de recherche initiale. La nouvelle zone de recherche fait 92 km² et grâce à cette alliance, en 2013, 2016 et 2017, MSRA et Trotter ont couvert 80% des 92 km², mais toujours pas d'épave en vue. En 2019, la MSRA a pu acquérir son propre sonar à balayage latéral capable d'une profondeur beaucoup plus profonde et d'une plus grande portée, et s'est mis à sonder les eaux du lac plus en profondeur. Cependant, depuis leur première initiative en 2004, et malgré qu'ils aient découvert une douzaine d'épaves dans le processus, l'épave du vol 2501 reste introuvable. Aujourd'hui, le vol 2501 est répertorié sur presque tous les sites qui parlent d'OVNI comme étant une étrange anomalie, puisque certaines personnes de la région du Wisconsin ont signalé une lumière brillante au-dessus du lac environ 2 heures après l'incident. Mais un fait probable est qu'un violent orage électrique dans la région aurait joué un rôle dans le crash. Lind et Verne étaient au courant d'une tempête sur leur trajectoire de vol, mais n'ont pas été informés de l'emplacement exact d'une éventuelle ligne de grain. Pour ceux qui ne le savent pas, une ligne de grain, selon l'ami Wikipédia, est une ligne d'orage qui se forme souvent le long ou devant un vent froid. Et donc, généralement, ça va être vraiment une ligne de vent très violent. Une autre théorie était que l'avion avait été abattu par la foudre. Et une autre encore était que le vol avait rencontré un coup de vent soudain et inattendu, et que le pilote avait essayé de le contourner, ce qui était probablement la raison pour laquelle Lind avait demandé un changement d'altitude. Mais rappelez-vous, Lind n'a jamais mentionné la raison de cette demande, donc personne ne peut confirmer cette théorie non plus. Toutes ces théories tournent autour du fait que ça s'est produit exactement au-dessus du lac Michigan,
pile au milieu du triangle du lac Michigan. Pourquoi l'orage électrique était concentré dans cette zone en particulier? Pourquoi personne n'est capable d'identifier ce flash de lumière? Pourquoi Lynn n'a pas précisé la raison de son changement d'altitude comme il avait l'habitude de le faire jusque-là? Aucune de ces questions n'a de réponse à ce jour. Et aucune cause du crash n'a jamais pu être déterminée. Aucune pièce majeure de l'épave n'a jamais été retrouvée et personne ne sait vraiment ce qui est arrivé au vol 2501 ni où il est allé. Il est juste dit que c'est une autre victime du triangle du lac Michigan et tant et aussi longtemps que l'épave n'est pas retrouvée, la porte des spéculations et du mystère reste ouverte. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de la disparition du vol 2501. Un avion disparu avec tous ceux qu'il avait à son bord. Ça reste quand même fou qu'on ne puisse pas retrouver de carlingue ni de corps. Est-ce que vous pensez qu'une explosion peut être assez puissante pour désintégrer un avion avec son contenu quasi totalement? Disons que c'est possible. De quelle nature est cette explosion? Car il est sûr que ça ne peut pas être une explosion de carburant. Mais alors, qu'est-ce qui aurait assez de puissance pour pulvériser un avion en entier? L'hypothèse extraterrestre? L'hypothèse du triangle maléfique qui aurait des trous de verre ou je sais pas quoi, qui, dans le processus d'aspiration, aurait pulvérisé l'avion? Dites-moi vos théories parce que je suis curieuse de les lire en vrai. Sur ce, je ne vous dirai pas de ne pas prendre l'avion parce qu'avec tout ce que je suis en train de vous raconter à chaque semaine, on va virer parano. Donc, profitez de la vie, amusez-vous autant que possible et surtout, soyez bienveillants. Allez, ciao!